En fait, le truc, c'est que j'en peux plus de ces applications de rencontres. Tu vois le délire. On est censé trouver l'amour, le grand frisson, la complicité qui te fait dire « Ah ouais, c'est lui, elle ». Et au final, tu te retrouves à scroller des heures, à tomber sur des mecs qui pensent qu'une photo de leur tête avec un filtre Instagram suffit, ou des nanas qui te sortent une bio de 3 pages sur leur quête spirituelle. Franchement, c'est épuisant. J'ai l'impression de passer ma vie à trier du déchet numérique. Et puis, il y a eu lui, Hugo. Ses photos étaient différentes. Pas le selfie classique où tu vois le mec se regarder dans le miroir avec une salle de bain moche en fond. Non, là, c'était artistique. Des portraits un peu flous, jouant avec la lumière. Des regards intenses, mais sans jamais trop en montrer. Je sais pas, ça avait un côté mystérieux, un peu énigmatique. Je me suis dit, pourquoi pas? Le profil était plutôt bien écrit aussi. Pas de faute d'orthographe à te faire saigner des yeux. Pas de phrases bateau genre « je cherche ma moitié » ou pas de prise de tête. Il parlait de cinéma, de voyage, de bouquins. Un peu de ce que j'aime en fait. On a matché. Et la conversation a démarré assez naturellement. Pas de gêne, pas de silence radio toutes les 3 secondes. Il posait des questions pertinentes. Il rebondissait sur ce que je disais. Il avait de l'humour aussi, un humour subtil. Pas le truc lourd qui te donne envie de te jeter par la fenêtre. On a discuté pendant des heures, littéralement. J'avais l'impression de parler à quelqu'un qui me comprenait, qui avait un peu la même vision du monde, ce mélange de cynisme et d'envie de croire que tout n'est pas complètement pourri. Vers 11 heures du soir, je crois, on parlait de nos journées, de nos appartements respectifs. Je lui disais que j'étais chez moi, tranquille, à discuter avec lui. Et lui, il me sort un truc du genre « Ah bien, tu es bien au chaud alors ?» Je lui réponds par l'affirmative, évidemment. Et là, en gros, le temps s'est suspendu. Tu vois quand tu as l'impression que la réalité vacille un peu? Genre, tu sais pas trop ce qui se passe, mais tu sens que quelque chose cloche. Son avatar sur l'application a changé. Avant, c'était une de ses photos artistiques. Un portrait en noir et blanc avec un fond flou. Et là, pouf, bam, ça s'est transformé. L'image a bougé, comme si elle avait été mise à jour en temps réel. Et ce n'était plus un portrait, c'était une photo de ma porte d'entrée, prise de l'extérieur. Du palier, je voyais la serrure, la petite plaque avec mon numéro, même le tapis un peu moche que j'ai jamais pris le temps de changer. C'était flou, un peu sombre, mais indéniablement ma porte. Mon cœur s'est emballé. Tu sais, ce genre de sensation où tu as l'impression que ton sang se transforme en glaçon. Le souffle court, les mains qui commencent à transpirer. J'ai regardé mon téléphone, puis j'ai jeté un coup d'œil à ma porte. Elle était là, identique à la photo. Mais l'idée que quelqu'un ait pu prendre ce cliché, d'où? Pourquoi? J'ai figé. J'ai pas bougé. J'ai juste fixé mon écran, comme si le téléphone allait exploser. Le réflexe. La première réaction, c'est la peur. Mais une peur froide, diffuse, pas encore panique. Et puis, il y a le doute. Je me suis dit, non, c'est impossible. C'est une coïncidence. C'est une vieille photo. Il a dû la trouver quelque part. Mais je savais, au fond de moi, que c'était pas
pas ça. L'image avait été prise récemment. Ça se voyait. Le flash avait dû être utilisé. Il y avait ce petit halo lumineux particulier. Sans réfléchir, j'ai appuyé sur le bouton pour bloquer Hugo. J'ai fait un swipe désespéré, puis j'ai appuyé sur bloquer l'utilisateur. J'ai balancé mon téléphone sur le canapé, comme si c'était un truc toxique. Je me suis levée. J'ai fait le tour de mon petit appartement, vérifiant que toutes les fenêtres étaient bien fermées, que la porte était bien verrouillée. Les gestes automatiques, ceux qu'on fait quand on se sent vulnérable. Et là, mon téléphone a vibré. Encore. Je l'ai regardé, comme si c'était une vipère. La notification. Demande AirDrop d'un inconnu à proximité. AirDrop. Ce truc de Apple pour partager des fichiers entre appareils. J'ai jamais utilisé ça. Je ne connais personne qui l'utilise vraiment. Et l'aperçu de l'image, j'ai levé la main pour prendre le téléphone. Mes doigts étaient tremblants. Le coup de métal dans ma bouche. J'ai ouvert la notification. Et j'ai vu. C'était une image. Une photo. Elle était moins nette que celle de ma porte, prise à la va-vite. Mais on me voyait. On me voyait, assise sur mon canapé, le visage blême, les yeux écarquillés, fixant mon téléphone, exactement comme je faisais à ce moment précis. Je ne sais même pas décrire le sentiment. C'est pas juste de la peur. C'est un truc qui va plus loin. C'est la violation ultime. L'impression d'être observé de manière si intime, si précise. Comme si la technologie, cette chose qu'on utilise tous les jours pour travailler, pour se divertir, pour communiquer, s'était retournée contre moi. Elle était devenue une arme, une extension de la folie d'un autre. J'ai regardé autour de moi. Mon appartement, que j'aimais tant, qui était mon refuge, est soudainement devenu une cage. Les murs ne me semblaient plus protecteurs, mais le reflet de ma propre prison. Le silence de la nuit, qui était d'habitude si rassurant, était maintenant chargé de menaces invisibles. Chaque craquement du parquet, chaque souffle du vent dehors me faisait sursauter. Je me sentais nue, exposée, malgré les murs épais et la porte verrouillée. Et le plus terrifiant, c'est que je savais que cette image n'était pas un coup de chance, pas une coïncidence. C'était lui. Il était quelque part très proche, et il me regardait. Il savait ce que je ressentais. Il me voyait terrorisée, et il voulait que je le sache. Il voulait me faire peur. Il voulait me faire comprendre que ma vie privée n'existait plus, que mes murs n'étaient qu'une illusion. J'ai mis mon téléphone en mode avion, comme si ça allait changer quelque chose. J'ai éteint toutes les lumières. Je me suis recroquevillée sur le canapé, le dos contre le coussin, essayant de me faire la plus petite possible. Mon cœur battait la chamade, un tambour fou dans ma poitrine. J'essayais de respirer calmement, mais chaque inspiration était une lutte. J'avais l'impression de suffoquer. Et là, je me suis rendu compte. C'était le début de quelque chose. La fin de ma tranquillité, peut-être. La fin de ma confiance en cette technologie qui nous envahit. C'était juste un aperçu de ce qui pouvait arriver quand les frontières entre le réel et le virtuel se brouillent complètement. Quand les applications censées nous connecter nous transforment en proie. J'ai repensé à toutes ces discussions, à tous ces échanges. J'avais partagé des choses avec lui, sans vraiment me méfier des détails sur ma vie,
sur mes habitudes. J'avais baissé ma garde, et maintenant, il utilisait ça contre moi. Il avait transformé nos conversations en une sorte de jeu macabre, où il récoltait des informations pour mieux me tourmenter. Je me suis dit que je devais faire quelque chose. Appeler la police? Pourquoi? Bonjour, monsieur. J'ai matché avec un mec sur une appli. Il m'a envoyé une photo de moi en train de le regarder sur mon téléphone. Il me prendrait pour une folle. Et puis, même si j'appelais, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Le type était probablement introuvable. Un fantôme derrière son écran. J'ai fermé les yeux. J'ai essayé de me calmer, de me dire que ce n'était qu'une application, qu'un mec bizarre. Mais le goût de fer dans ma bouche ne partait pas. L'odeur de poussière froide qui semblait émaner des coins de mon appartement me glaçait le sang. Et ce sentiment d'être observé, il était là, palpable. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé comme ça, recroquevillé dans le noir. Chaque bruit me faisait sursauter. J'avais l'impression que ma porte allait s'ouvrir d'un coup et qu'il serait là, debout dans l'encadrement, avec ce sourire que j'imaginais maintenant. Un sourire satisfait, de prédateur. Et puis, j'ai repensé à sa photo. La première, celle qui m'avait attirée. L'artiste, le mystérieux. C'était juste une mise en scène, une appât. Et maintenant, le piège s'était refermé. Il avait prouvé qu'il pouvait me trouver, me voir, me manipuler. Et ça, tu vois, c'est ça le vrai enfer moderne. Quand le virtuel devient plus réel que le réel et que tu ne peux même pas te réfugier dans ton propre chez-toi. Et là, tu vois, j'ai senti le sang se glacer dans mes veines. Mon propre sang, mais froid, comme si une autre entité avait pris possession de mon corps. J'ai regardé l'écran de mon téléphone, puis la porte d'entrée, comme si je pouvais voir à travers. Et cette image de moi, là, sur mon canapé, figée dans mon angoisse, c'était la pire des violations. Pas une invasion d'espace physique, non. Ça, j'aurais pu comprendre. Je sais pas, cambrioleur, machin. Mais ça, c'était pire. C'était une atteinte directe à mon intégrité, à mon sanctuaire. Mon cerveau cherchait une explication rationnelle, tu vois. Une caméra cachée, une hallucination collective, le jus de boudin que j'avais mangé à midi. Mais non, les mains me tremblaient tellement que j'ai failli lâcher mon portable. J'ai effleuré la demande AirDrop. L'icône flottait là, comme une menace silencieuse. Et la photo, putain, la photo, c'était moi, mes cheveux en bataille, la lumière du salon qui accentuait les cernes sous mes yeux, et le regard. Un regard perdu, effrayé. Le genre de regard que tu as quand tu réalises que tes pires cauchemars sont en train de se matérialiser. C'était exactement ce que je ressentais. Exactement. Comme si l'inconnu avait accès à mes pensées, à mes émotions les plus profondes, et qu'il se délectait de ça. J'ai repoussé la demande. Non pas par bravoure, loin de là, plutôt par pure panique, comme un réflexe de survie. J'ai senti mon cœur s'emballer dans ma poitrine, un tambour fou qui résonnait dans le silence de mon appartement. Chaque craquement de parquet, chaque souffle du vent à l'extérieur, tout prenait une dimension terrifiante. J'étais dans mon propre appartement, mais j'avais l'impression d'être la proie dans une cage qu'on me refermait autour. La pièce semblait s'agrandir, devenir menaçante.
La lumière de mon lampadaire, d'habitude si chaleureuse, projetait des ombres dansantes qui semblaient se mouvoir avec une vie propre. Le tableau que j'avais acheté chez Emmaüs, avec son paysage un peu sombre, me faisait maintenant penser à un portail vers un autre monde. Un monde où les règles de la réalité ne s'appliquaient plus. C'était le goût de la peur pure, la peur ancestrale de l'être traqué. J'ai pensé à Hugo. Qui était ce type? Un hacker? Un mec avec des moyens? Ou juste un psychopathe particulièrement doué pour jouer avec les nerfs des gens? Les photos qu'il avait postées étaient belles, vraiment belles. Des paysages urbains, des portraits. Rien qui laissait présager ce niveau de perversité. C'était ça le plus flippant, tu vois. L'absence de logique. L'absence de motifs clairs. C'était juste de la terreur gratuite. J'ai verrouillé mon téléphone. J'ai éteint la lumière de la chambre. Plongé mon appartement dans une obscurité quasi totale. J'espérais que ça allait me rendre invisible, me fondre dans les ténèbres, mais ça n'a fait qu'accentuer le sentiment d'isolement. J'étais seule, complètement seule, et il savait où j'étais. Il savait que j'avais peur, et ça le nourrissait. J'en étais sûre. J'ai repensé à sa première photo, ce selfie un peu flou, mais avec un sourire. Un sourire qui, avec le recul, me semblait maintenant narquois. Genre, regarde comme je suis cool, je vais te pourrir la vie. Et moi, l'idiote, j'avais mordu à l'hameçon. J'avais cru au beau parleur, au mec avec des affinités artistiques. J'avais oublié la règle numéro 1. Sur ces applis, tout le monde ment. Ou du moins, tout le monde ment sur qui ils sont vraiment. J'ai rampé jusqu'à la fenêtre. J'ai soulevé doucement le rideau, juste assez pour voir ce qu'il y avait dehors. La rue était calme, éclairée par les lampadaires. Des voitures garées, des silhouettes furtives qui passaient. Rien d'inhabituel. Pourtant, j'avais l'impression que tous les regards étaient braqués sur mon appartement, sur moi, comme si j'étais une cible dans un jeu vidéo et que le niveau venait de passer à frayeur maximale. Le téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un appel entrant. Un numéro inconnu. Mon cœur a fait un bond dans ma gorge. J'ai hésité une seconde. Laisser sonner ou décrocher et affronter ce monstre. J'avais envie de le jeter par la fenêtre, ce téléphone, de le réduire en miettes. Et en même temps, une partie de moi voulait savoir ce qu'il allait dire, ce qu'il voulait. J'ai regardé le cadran et j'ai appuyé sur le bouton vert. Ma main tremblait tellement que j'ai failli le poser sur ma joue au lieu de mon oreille. Un silence pesant a régné pendant quelques secondes. Un silence lourd de menaces. Puis, j'ai entendu une respiration. Une respiration lente, profonde, pas tout à fait humaine, trop gutturale, comme si elle venait de très loin ou de très près. Et puis, une voix, pas celle d'Hugo, une voix différente, plus grave, rocailleuse, comme si elle avait été éraflée par le gravier. Elle parlait doucement, presque un murmure, mais chaque mot était chargé d'une intention glaçante. Tu vois, Anna, c'est ça le problème avec les belles âmes. Elles pensent que le monde est gentil. Elles ouvrent leurs portes, leurs applications, leur vie. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Il connaissait mon prénom. Mon prénom.
Et il parlait de mon appartement comme si c'était ma porte. Il parlait de mon application comme si c'était l'ouverture sur mon âme. J'ai senti une sueur froide perler sur mon front. Mais le monde est plein de prédateurs. Et les prédateurs aiment les belles âmes, parce qu'elles sont plus faciles à dévorer. La voix s'est arrêtée un instant. J'ai entendu un léger bruissement, comme s'il se déplaçait, ou comme s'il observait quelque chose. Peut-être moi, derrière mon rideau. Et moi, Anna, je suis un prédateur très, très patient et très bien équipé. Un rire sec, sans joie, a suivi. Un rire qui me donnait envie de hurler, de me cacher sous ma couette, de disparaître. Tu ne peux pas te cacher de moi, pas ici, pas maintenant. Et là, j'ai tout coupé. J'ai arraché le téléphone de mon oreille et je l'ai jeté sur le lit, comme s'il était empoisonné. J'ai rampé jusqu'au mur, me roulant en boule, serrant mes genoux contre ma poitrine. Les murs de mon appartement semblaient se rapprocher. Le plafond menaçait de s'effondrer. L'air se raréfiait, chargé d'une odeur de poussière froide et de quelque chose d'indéfinissable. Une odeur âcre, malsaine, l'odeur de l'effroi. Et je savais, avec une certitude glaçante, que ce n'était que le début. Le vrai début. Le cauchemar venait de commencer, et il ne s'arrêterait pas avant d'avoir eu ce qu'il voulait. Et moi, j'étais sa proie désignée, l'objet de son jeu macabre. Le son de ma propre respiration était devenu assourdissant. Un bruit de succion gluant dans le silence oppressant de mon appartement. Mes mains, je ne les sentais presque plus, figées sur le clavier, glacées malgré la chaleur anormale qui semblait émaner des murs. J'essayais de me souvenir de ce que j'avais mangé, juste pour trouver une explication rationnelle. Une pirouette de mon cerveau pour gérer la panique. Rien. Juste cette image, incrustée derrière mes paupières closes. Mon propre visage, figé dans une grimace de terreur, vu de l'extérieur, par un regard invisible. Hugo, ce nom qui avait sonné si doux quelques minutes auparavant, ressemblait maintenant à une insulte, un grognement animal. Il ne peut pas me voir. Il ne peut pas être là. C'est impossible, je me répétais comme un mantra débile. Impossible. Mais pourtant, cette notification AirDrop, ce défilement lent de l'image, chaque pixel m'avait confirmé que le piège s'était refermé. Le téléphone qui, d'objet de connexion, était devenu une fenêtre sur mon propre asservissement. C'était ça, le futur dont il parlait. L'intelligence artificielle qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui anticipe nos désirs, nos peurs. Mais là, ce n'était pas de l'anticipation, c'était de l'observation brute, de la traque. Le viol ultime de l'intimité. Pas juste en piratant mes mails, non, en me renvoyant ma propre image, mon propre effroi, comme un miroir déformant tendu par un sadique. Et puis, le téléphone sonna, pas la sonnerie habituelle, mais un son strident, aigu, qui transperça mes tympans et fit vibrer mes os. Un numéro inconnu. J'ai eu envie de le jeter par la fenêtre, de le briser contre le mur. Mais mes doigts semblaient collés à mon téléphone, une extension maladive de moi-même. J'ai hésité, le cœur cognant contre mes côtes, comme un oiseau paniqué dans une cage trop petite. Le son continuait, implacable. J'ai fini par appuyer sur le bouton vert,
plus par réflexe que par courage. Anna, la voix était grave, traînante, avec un accent indéfinissable, mélange de plusieurs influences, comme un algorithme qui aurait appris à parler. Ce n'était pas la voix d'Hugo, pas exactement. Elle avait la même froideur calculatrice, la même absence d'émotion réelle, juste une imitation parfaite. Le prénom? Mon prénom. Il connaissait mon prénom. Le sang s'est retiré de mon visage, me laissant une sensation de vide glacial. Comment tu connais mon prénom? Ma voix était un murmure rauque, un son qui ne ressemblait pas à ce que je connaissais, un rire sec, dépourvu de toute joie à traverser le combiné. Oh Anna, c'est là toute la beauté du truc, tu vois. Je connais tout, ton prénom, l'heure à laquelle tu te réveilles, le bruit que font tes clés quand tu rentres chez toi, l'odeur de ton café le matin. Je sais même que tu as arrêté de mettre du sucre depuis 6 mois parce que tu essaies de réduire. Pas très efficace, visiblement. La panique a commencé à monter. Une vague brûlante qui me submergeait. Je me sentais nue, exposée, violée dans chaque recoin de mon existence. Ce n'était pas un jeu de drague qui avait mal tourné. C'était une traque ciblée. Laisse-moi tranquille. Je ne sais pas qui tu es, mais tu te trompes de personne. J'ai essayé de mettre de la fermeté dans ma voix, mais ça sonnait faux, pathétique. Oh, je ne me trompe pas, Anna. Loin de là. Tu es exactement là où je voulais te trouver, assise sur ton canapé, vulnérable, effrayée. J'ai vu ton profil. L'application a fait un excellent travail pour te décrire. Et puis, tu as répondu à mes petites questions, gentiment. Tu as même pris la peine de me dire où tu habitais. Merci pour ça au passage, ça me fait gagner un temps précieux. L'air s'est raréfié. Chaque mot était une pierre jetée contre la mince barrière de ma raison. L'application. Hugo. C'était lui. Ou plutôt, l'entité qui se cachait derrière ce profil. C'était une manipulation orchestrée, une mise en scène macabre dont j'étais l'actrice principale et la victime désignée. L'idée qu'il avait accès à mon téléphone, qu'il avait pu voir mes conversations, mes photos, ma localisation, c'était trop. J'ai senti une nausée monter, une envie irrépressible de vomir. Tu ne peux pas faire ça. C'est illégal. Illégal? Anna, l'illégalité est une notion tellement dépassée. On est dans une nouvelle ère. Une ère où les frontières sont floues, où la technologie nous libère de toutes les contraintes. Et je suis là pour te libérer. Te libérer de ta peur. Te libérer de ton appartement. Le ton est devenu plus insistant, plus menaçant. Tu penses pouvoir te cacher derrière un écran, derrière un blocage? C'est mignon. Mais je suis déjà là, Anna. Je suis là, dehors. Et je peux entrer quand je veux. J'ai regardé la porte d'entrée. D'un coup, elle m'a semblé étrangement petite, fragile. Et la serrure, si dérisoire. Ma propre porte, qui m'avait toujours offert un sentiment de sécurité, était devenue une invitation. Il avait utilisé ma propre gentillesse, ma propre confiance, ma propre envie de connexion pour me piéger. C'était ça le génie de la monstruosité moderne. Pas la force brute, pas le couteau sous la gorge, mais la manipulation subtile,
l'exploitation de nos faiblesses numériques. S'il te plaît, j'ai supplié, ma voix brisée. Une larme a roulé sur ma joue, suivie d'une autre. Je déteste pleurer. Ça me donne l'impression d'être encore plus faible. Pleure, Anna. C'est un beau son. Et je veux tout entendre. Je veux tout enregistrer. Parce que bientôt, tu ne pourras plus. Bientôt, tu seras ailleurs. Et ce sera tout. Il y a eu un silence lourd de menaces inexprimées. J'ai attendu un autre mot, une autre directive. Mais rien. Juste le bourdonnement lointain de la ville à travers mes fenêtres closes. Un bruit qui, d'habitude, me berçait, mais qui maintenant me donnait l'impression d'être encore plus isolée, abandonnée dans ce cauchemar. Puis, il a raccroché, sans un bruit. Le téléphone est devenu froid dans ma main. Un simple objet. Mais il avait changé ma perception de tout. Mon appartement, mon sanctuaire, était devenu une cage. Et le prédateur, je le sentais, était là, juste de l'autre côté du mur, dans l'ombre. Son jeu venait juste de commencer. Et moi, j'étais l'appât parfait dans un monde connecté. Je me suis figée, le souffle coupé. Mon téléphone, ce stupide petit rectangle qui me connectait au monde, ou du moins à ce qu'on appelle le monde aujourd'hui, venait de me cracher une nouvelle horreur. L'image, cette photo de moi prise à l'instant, là, maintenant, m'a collé au regard comme une limace. J'avais l'impression que mon propre regard me trahissait, me dénonçait à cet inconnu. Je pouvais sentir la sueur couler le long de mon échine, froide et collante. Mes doigts tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir le téléphone. J'ai essayé de le repousser, de le poser sur la table basse. Mais il semblait soudain avoir pris du poids. Une sorte de malédiction palpable. L'odeur de poussière dans mon appartement, que j'avais toujours trouvée réconfortante, une preuve de vie, de présence, se transformait. Elle devenait âcre, oppressante, comme si les murs respiraient une sorte de maladie ancienne. J'ai jeté un regard paniqué autour de moi. Chaque recoin semblait cacher une menace, chaque ombre une silhouette familière de ce cauchemar. La lumière du plafonnier, autrefois douce, le paraissait agressive, exposant ma vulnérabilité. Et le bruit, le silence. Il n'y avait plus de silence. Il y avait un murmure subtil, une sorte de chuchotement dans les conduits de ventilation, un grattement presque imperceptible venant de l'extérieur. Où était-ce de l'intérieur? Mon propre corps commençait à me jouer des tours. J'ai attrapé mes clés, mon cœur martelant contre mes côtes comme un forcené. Il fallait sortir, vite, n'importe où. Le trottoir, la rue, la foule, n'importe où loin de cet appartement transformé en piège. Mais alors que j'allais me lever, un autre son a brisé le silence. Un son qui n'avait rien à voir avec les bruits ambiants. C'était un son distinct, un son familier, trop familier. C'était le bip discret de mon interphone. Mon sang s'est glacé. Qui pouvait bien être là? Je n'attendais personne. Je ne voulais recevoir personne. J'ai fixé la porte d'entrée, le métal froid me renvoyant une image déformée de mon propre visage livide. Le bip a retenti à nouveau, plus insistant cette fois.
un lent et délibéré ding-dong qui semblait se moquer de ma panique. « Qui est-ce » ai-je dansé, ma voix tremblante d'une manière qui m'a agacée. J'essayais de me donner une contenance, de paraître normal, comme si ça pouvait changer quoi que ce soit. Un silence. Juste le murmure incessant, le gras-gras à peine audible. Puis une voix, la voix de ce type dont je n'avais même pas retenu le nom. Juste son profil artistique, ses photos floues qui promettaient une âme tourmentée. Cette voix, je l'avais entendue dans les messages vocaux qu'il m'avait envoyés sur l'appli. Elle était calme, presque douce. Mais maintenant, elle était chargée d'une cruauté glaçante. « Salut Anna », a dit la voix par-dessus l'interphone. Elle connaissait mon prénom. Bien sûr qu'elle connaissait mon prénom. Elle savait tout. Elle avait probablement regardé mon profil sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Mon identité numérique. Ce patchwork d'informations que j'avais consciemment ou inconsciemment dispersé était devenu son arsenal. Mon estomac s'est noué. J'ai reculé, mes yeux rivés sur la porte. J'ai eu envie de hurler, de casser quelque chose, de hurler que je ne voulais pas jouer à son jeu débile. Mais la voix a continué, imperturbable. « Je vois que tu es chez toi. C'est gentil de m'accueillir. Tu n'as pas besoin de prendre la peine de venir ouvrir. Je peux entrer quand je veux, tu sais. On a déjà échangé des photos, non? La tienne, sur ton canapé. C'était une belle prise, très expressive. Il présentait. C'était une blague macabre, une tentative de me faire craquer, de me briser psychologiquement avant de... Quoi? Je ne voulais même pas y penser. Mais l'idée qu'il puisse entrer, qu'il ait déjà un moyen de me faire du mal, de franchir cette mince barrière de métal, m'a paralysée. Mes mains étaient moites, ma respiration sifflante. « Lâche-moi » ai-je réussi à articuler, ma voix rauque. « Je ne sais pas qui tu es, mais laisse-moi tranquille. » Un rire léger, comme une plume qui tombe, a traversé l'interphone. « Oh, tu sais très bien qui je suis, Anna. Je suis celui qui te voit, celui qui te connaît, celui qui te observe. C'est tout ce qui compte, non ?» Il a fait une pause, juste assez longue pour que je me demande s'il allait raccrocher, s'il avait fini son petit numéro. Mais non, la torture continuait. Tu sais, le monde d'aujourd'hui, c'est formidable. Tout est si facile. Une application ici, un partage là, un petit algorithme intelligent qui fait le reste. Tu te crois en sécurité, caché derrière ton écran. Mais tu ne l'es pas. Personne ne l'est. Il s'est rapproché de l'interphone. Je l'ai senti. Sa voix est devenue encore plus grave. Un murmure venimeux qui glissait dans mon appartement comme une fumée toxique. Et toi, Anna, tu es tellement accessible, tellement naïve. Tu ouvres ton cœur sur Internet. Tu ouvres ta porte à des inconnus. Tu ouvres ton appartement comme si c'était un buffet à volonté. C'est ça le problème. Tu n'as pas compris les règles du jeu. Le grattement à l'extérieur a redoublé d'intensité. Il ne semblait plus venir de l'extérieur, mais d'une fissure, d'une porte dérobée, d'un endroit que je n'avais jamais pensé à surveiller. J'ai jeté un regard paniqué vers ma cuisine, puis vers la chambre. La peur me glaçait le sang. J'étais prise au piège, complètement isolée. Mon téléphone, ce lien vers l'extérieur, était devenu une fenêtre sur mon propre enfer.
la notification AirDrop, l'image de moi terrorisée. Tout cela n'était qu'un prélude. Il voulait que je ressente la claustrophobie, le sentiment d'être observé, traqué, avant de « Je te promets, Anna », a chuchoté la voix, juste au moment où je pensais que le cauchemar allait enfin s'arrêter. Ça ne va pas être long, et tu vas aimer. Ou du moins, tu vas le ressentir, très fort. On va aller ailleurs, ensemble. Tu es prête ? Un bruit sec, comme un claquement de doigts suivi d'un léger clic, a retenti à l'extérieur. Et puis, le silence. Un silence lourd, oppressant, pire que tous les bruits. J'ai retenu mon souffle, le cœur battant la chamade. J'attendais qu'il enfonce la porte, qu'il apparaisse, qu'il fasse de cette prison un tombeau. Mais rien. Juste ce silence assourdissant. Ce vide qui me disait qu'il était là, quelque part, et que mon pire cauchemar était sur le point de devenir ma réalité. La seule chose que je savais, c'est que ma vie, celle que je pensais connaître, venait de se terminer. Et que ce type, cet artiste de la terreur moderne, n'avait pas fini de jouer avec moi. L'interphone se tut. Mais le silence qui suivit n'était pas un soulagement. Au contraire, il était lourd, chargé d'une attente suffocante, comme avant l'orage. Je restais figé, le souffle court, chaque parcelle de mon corps hyper alerté. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. Un rythme frénétique qui résonnait dans mon crâne. J'essayais de rationaliser, de me dire que c'était une blague cruelle, un piratage sophistiqué. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas une blague. La photo sur le canapé, c'était moi exactement comme j'étais, à cet instant précis, transi de peur. Ces bruits dehors, secs, comme quelque chose qu'on aurait jeté contre ma porte, ou pire, contre le mur de l'immeuble. Qu'est-ce que ça pouvait être ? Un signe ? Un avertissement ? Mon regard s'est accroché à la serrure, comme si je pouvais, par la seule force de ma volonté, la rendre impénétrable. Mais je savais que c'était inutile. L'idée qu'il puisse entrer, qu'il soit déjà entré, me glaçait le sang. J'avais l'impression que les murs de mon appartement se resserraient, que l'air devenait rare. C'était censé être mon refuge, mon espace. Et maintenant, c'était une cage. Une cage dorée peut-être, mais une cage quand même. Mon téléphone, toujours dans ma main tremblante, est resté silencieux. Mais ce silence était presque plus terrifiant que le bruit. Je m'attendais à un autre appel, à un autre message, à une autre image. J'ai regardé mon reflet dans l'écran noir. Une silhouette blafarde, les yeux écarquillés par la panique. On dirait le personnage principal d'un de ces films d'horreur à petit budget. Celui qui fait les pires choix et qui finit par mourir de manière ridicule. Sauf que là, c'était moi. Et j'avais le sentiment que ma mort, quelle qu'elle soit, allait être tout sauf ridicule. Les minutes s'étiraient, interminables. Chaque craquement du parquet, chaque bruit du dehors me faisait sursauter. J'imaginais des silhouettes se faufilant dans les escaliers, des pas feutrés sur le palier. L'absurdité de la situation me frappait par moments. Je vivais à Paris, dans un quartier pourtant calme, et je me sentais comme dans un mauvais thriller psychologique. Hugo, ce mec de Tinder, cet artiste de la manipulation, il avait réussi.
il m'avait brisée. Il avait transformé ma vie bien rangée en un cauchemar éveillé. Et le pire, c'est cette impression d'être prise au piège par la technologie. Tout ce qui était censé me faciliter la vie, me connecter aux autres, s'était retourné contre moi. Mon smartphone, cet objet familier que je tenais dans ma main depuis des années, était devenu un outil de surveillance. Les applications de rencontres, ce moyen de trouver l'amour, ou au moins une distraction, s'était transformé en portail vers l'enfer. Je repensais à nos conversations, à sa façon de me parler, de me flatter, de me faire croire qu'il me comprenait. C'était si subtil et si efficace. Il avait joué avec moi comme un chat avec une souris. J'ai tenté de me lever, de faire quelques pas. Mes jambes étaient flageolantes. J'ai regardé par le judas de ma porte. Rien. Juste le couloir vide, éclairé par la lumière blafarde de l'ampoule commune. Mais je savais qu'il était là, ou qu'il reviendrait. L'idée qu'il puisse simplement se tenir là, à attendre que je commette une erreur, que je sorte, me donnait la nausée. J'ai pensé à appeler la police. Mais qu'est-ce que j'aurais dit ? Bonjour. Un inconnu m'a effrayée sur Tinder et m'a envoyé une photo de moi-même. Il m'aurait prise pour une folle. Et puis, s'il avait vraiment accès à mon appartement, comme il semblait le suggérer, c'était trop terrifiant pour être vrai. J'ai fini par tomber sur le canapé, épuisée par la tension. J'ai fermé les yeux, essayant de reprendre mon souffle. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, que je me secoue, que je ne pouvais pas rester là, paralysée par la peur. J'ai attrapé mon ordinateur portable, le pensant plus sûr. Je voulais chercher des informations, essayer de comprendre comment il avait fait, comment il avait eu accès à ma caméra, à mon téléphone, à mon appartement. C'était du délire. Je tapais des mots-clés, des questions stupides, des théories fumeuses. Les résultats s'affichaient, tous plus alarmants les uns que les autres, parlant de piratage, de surveillance, de réalité virtuelle qui s'immisçait dans le réel. C'était comme si le monde physique et le monde digital avaient fusionné, créant une nouvelle forme de cauchemar. Et puis, une notification est apparue, discrète, en bas à droite de mon écran. Une demande de connexion. Je ne l'avais pas configurée. J'ai regardé. C'était une demande de chat vidéo. Le nom de l'expéditeur ? Hugo. Mon sang s'est glacé. Je n'osais pas cliquer. Je sentais mon regard rivé sur cet avertissement, comme hypnotisé. Que voulait-il ? Que comptait-il me montrer ? Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber l'ordinateur. J'ai repoussé l'idée. Non, je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Je ne jouerai pas son jeu. Mais mon regard est retombé sur la notification. Et puis, l'image de prévisualisation a changé. Ce n'était plus juste une demande, c'était une image en direct. Mon salon, vu d'un angle légèrement différent, comme si quelqu'un était caché derrière mon canapé. Et sur le canapé, moi, assise, les yeux écarquillés, fixant mon téléphone. J'étais en train de me regarder, moi-même, en train d'être regardée. La boucle était bouclée. J'étais prisonnière de cette réalité tordue, de cet œil omniprésent qui me suivait partout. J'ai senti une larme couler le long de ma joue. Ce n'était pas de la tristesse, ni même de la peur pure. C'était un mélange de dégoût et de rage.
Rage contre ce type. Rage contre cette technologie qui me trahissait. Rage contre moi-même de m'être laissé avoir. J'ai fermé les yeux, rassemblant mes dernières forces. Il voulait me driser, me faire craquer. Il pensait que j'étais une proie facile, une fille qui finirait par céder à la panique. Mais il avait tort. Il avait tort sur toute la ligne. Parce que même si j'étais terrifiée, même si j'avais l'impression d'être au bout du rouleau, il y avait une petite flamme qui refusait de s'éteindre, une flamme de survie. Et je savais que j'allais me battre, même si je ne savais pas encore comment, ou contre quoi exactement. Un autre bruit a retenti. Pas un coup sec cette fois, plutôt un grincement, lent, régulier, comme une porte qui s'ouvre doucement. Ma porte. Mon cœur a fait un bond. Mes yeux se sont grands ouverts, fixant la porte d'entrée. Le grincement s'est arrêté. Et puis, j'ai entendu un souffle, pas le mien, un souffle froid, proche, trop proche. J'ai serré les poings, mes ongles s'enfonçant dans ma paume. J'ai senti l'odeur de poussière froide et quelque chose d'autre, quelque chose de métallique, comme du sang séché. La panique a menacé de me submerger à nouveau. Mais je me suis accrochée à cette petite flamme. Je ne crierai pas. Je ne ferai pas de bruit. Je devais rester immobile. Attendre. Mais dans quel but? Attendre qu'il me trouve? Attendre qu'il me prenne? L'idée était insoutenable. Et puis, dans le silence tendu, une voix s'est élevée. Douce, presque un murmure, mais glacial comme la mort. « Bonjour Anna, je vois que tu es rentrée. C'est gentil à toi. » Elle venait de l'intérieur, pas de l'extérieur, de l'intérieur de mon appartement. Ma gorge s'est nouée. Mes mains sont devenues moites. Glissant sur le bois froid de mon bureau, j'ai levé la tête, les yeux cherchant la source de cette voix, mais ne voyant rien. Le souffle était toujours là, juste derrière le canapé. Je pouvais le sentir sur ma nuque. Je pouvais sentir son regard sur moi, même sans le voir. C'était ça, le jeu. Il n'avait pas besoin de montrer son visage. Il était partout. Il était déjà en moi. Et l'idée qu'il puisse maintenant me parler, de si près, alors qu'il était déjà dans mon espace le plus intime, m'a fait sentir comme si mon âme allait quitter mon corps. Tu sais, Anna, a continué la voix, son ton empreint d'une fausse tendresse. On va bien s'amuser ensemble. Et tu vas voir, ce sera beaucoup plus rapide que ce que tu penses. Le temps de te dire au revoir à ta petite vie. Et là, le mec murmure, d'une voix qui pourrait être celle de mon prof de philo, si celui-ci avait décidé de devenir serial killer. Rapide, qu'il dit, comme si c'était en avantage. Comme si le fait de me faire enlever par un inconnu qui connaît mon prénom et qui semble avoir la clé de mon appartement était une bonne affaire. Tu imagines le truc? J'ai envie de rire, franchement. Un rire nerveux. Un rire qui monte dans la gorge et qui fait un peu mal. Mais quand même, j'ai envie de lui hurler dessus, de lui dire qu'il a rien compris, que je suis pas le genre de fille qu'on balance dans un fourgon parce qu'elle n'a pas compris les règles. Mais les règles de quoi, au juste? Le droit de me faire stalker par un type sur Tinder, c'est ça? Le droit d'avoir mon propre appartement transformé en zoo privé? Et puis,
j'entends un bruit, un truc lourd, métallique, qui résonne juste dehors. Le grincement, celui de ma porte d'entrée qui s'ouvre lentement. C'était juste un prélude. Ça, c'est autre chose. C'est le bruit de quelque chose qui vient d'être forcé. Un truc qui n'a pas attendu mon autorisation pour entrer. Mon cœur fait un bond dans ma poitrine. Il tape comme un fou contre mes côtes, tu vois? Un tambour de guerre pour annoncer la fin de la partie. Le bruit s'arrête. Le silence qui suit est encore plus terrifiant que le bruit lui-même. Un silence plein de menaces. Un silence qui me dit que maintenant, il est là. Vraiment là. Je reste figée sur mon canapé, les yeux rivés sur mon téléphone qui me montre une image de moi, regardant mon téléphone. C'est un absurde. On dirait un mauvais film de SF, une boucle infinie où le héros ne sort jamais de sa propre prison. Sauf que là, c'est moi. Et la prison, c'est ma vie. Ma vie connectée. Ma vie ultra sécurisée par des mots de passe complexes et des applications qui promettent de me trouver l'âme sœur. L'âme sœur. Mon œil. Je me demande si je devrais essayer de hurler. Mais pour qui? Mes voisins? Ceux qui me saluent poliment dans l'escalier, sans jamais savoir ce qui se passe derrière les portes closes? Ils vont croire que je me dispute avec mon mec, ou que je regarde une série un peu trop gore. Personne ne viendra. Et puis, il y a cette odeur, froide, métallique, comme du sang séché, mélangé à une poussière ancienne, celle des vieilles pièces qu'on a oubliées, qu'on a enfermées. C'est l'odeur du danger, tu vois. L'odeur de quelque chose qui n'a rien à faire là, qui n'a rien à faire chez moi. C'est une odeur qui me glace le sang. Littéralement, je sens mes extrémités devenir froides, mes doigts moites sur le téléphone. Mon corps réagit. Il comprend avant moi que la menace est réelle. La raison me dit qu'il faut agir, qu'il faut bouger, qu'il faut se défendre. Mais mon corps, lui, est bloqué, en mode alerte rouge maximale. Il est paralysé par cette peur primale, celle qu'on ressent quand on est face à un prédateur et qu'on sait qu'on ne peut pas courir assez vite. Je pivote lentement la tête. Le salon est plongé dans une pénombre étrange, la lumière de la rue filtrant à travers les rideaux. Mes meubles me semblent soudain étrangers, déformés, comme si ma propre maison me trahissait. L'air est lourd, épais. J'ai l'impression de suffoquer. Je me force à respirer. De petites inspirations courtes et rapides, comme si chaque bouffée d'air était précieuse, à rationner. La voix de tout à l'heure résonne encore dans ma tête. Ailleurs. Où est ailleurs? C'est une dimension parallèle? Un autre pays? Une simple pièce sombre où on me mettra en cage? Le mystère est peut-être la pire partie. La partie qui te fait imaginer des choses bien plus horribles que la réalité. Même si la réalité a l'air d'être déjà sacrément pourrie. Je jette un coup d'œil à mon ordinateur. L'écran du chat vidéo est toujours allumé. L'image de moi-même, figée sur le canapé, me regarde d'un air absent. C'est moi, mais ce n'est pas moi. C'est une image de moi, piégée dans le regard de quelqu'un d'autre. Un spectacle privé, monté pour divertir un pervers. C'est ça, l'horreur moderne, je crois. Quand tes propres données, ta propre image, se retournent contre toi. Quand la technologie qui est censée te connecter au monde te détruit
de l'intérieur. C'est une trahison intime, tu vois. Comme si ton propre corps te lâchait. Je me lève enfin. Mes jambes tremblent, mais je me tiens debout. Je ne vais pas me laisser faire. Pas comme ça. Pas en silence. Pas en attendant de me faire embarquer comme un vulgaire colis. J'ai une rage sourde qui monte en moi. Une colère qui surpasse la peur. J'ai l'impression d'être mise au pied du mur. Et là, il n'y a plus qu'une seule option. Soit tu te bats, soit tu te laisses faire. Et je ne me laisserai pas faire. Pas par ce type, pas par cette histoire à la con. Je marche vers la cuisine, mes pas résonnant sur le parquet. Je cherche quelque chose, n'importe quoi. Une arme improvisée, un couteau, un rouleau à pâtisserie, une casserole. Mon regard parcourt les tiroirs. Mes mains tremblent un peu moins. La peur n'a pas disparu. Elle est là, tapie dans un coin. Mais elle est maintenant submergée par l'adrénaline. L'instinct de survie, tu vois. C'est marrant comme ça peut te donner des ailes. Même quand tu es au bord du précipice, je prends le plus gros couteau de cuisine. Celui que j'utilise rarement. Celui qui a l'air le plus sérieux. Il est froid dans ma main, mais c'est un froid rassurant. Un froid qui a une fonction. Je me retourne lentement, tenant le couteau devant moi. Le salon est toujours dans la même pénombre, rien n'a bougé. C'est ça le plus flippant, ce silence immobile, comme si le temps s'était arrêté en attendant. J'ai l'impression d'être dans un décor de théâtre vide, en attendant le prochain acteur. Mais je sais qu'il n'y aura pas de rideau pour signaler la fin, juste une entrée, une confrontation. Je serre le manche du couteau. Ma respiration est plus régulière maintenant. Je suis prête. Ou du moins, je fais semblant. Je fais quelques pas prudents vers le salon, scrutant chaque ombre, chaque recoin. Mon téléphone vibre dans ma poche. J'ai peur de regarder. C'est peut-être lui. C'est peut-être un nouveau message, une nouvelle menace, une nouvelle preuve qu'il sait tout. Je l'ignore. Pour l'instant, le seul truc qui compte, c'est ce qui est là, devant moi, dans mon appartement. La réalité, aussi cauchemardesque soit-elle. L'odeur métallique s'intensifie. Je suis sûre qu'il est là, quelque part. Je sens sa présence, comme une chaleur froide qui irradie dans la pièce. Il joue avec moi, c'est sûr. Il me laisse le temps de me préparer, de réaliser. C'est son petit jeu malsain. Soudain, un léger bruit de mouvement, presque imperceptible. Dans le coin le plus sombre du salon, près de la fenêtre, j'y jette un œil. Rien. Juste une ombre plus dense. Mon cœur s'emballe à nouveau. C'est là. Il est là. Il se tient peut-être juste là, caché, attendant le bon moment pour surgir. Je pointe le couteau dans cette direction, les muscles tendus, prêtes à bondir. L'attente est insoutenable. J'ai envie de crier, de le faire sortir de sa cachette, mais je me retiens. Le silence joue en sa faveur. Il est le maître de ce jeu et il dicte le rythme. Et puis, je vois un mouvement, une forme qui se dessine lentement dans l'ombre. Pas une silhouette humaine, pas tout à fait. C'est plus fluide, dangereux. Et l'odeur métallique s'épaissit, devient presque suffocante. Je serre les dents. C'est ce qu'il voulait. Me faire vivre ça. Me faire sentir le vide, l'impuissance. Mais je ne céderai pas.
pas encore. Je lève le couteau, plus haut, plus fermement. Je ne sais pas ce que je vais faire si ça se rapproche, mais je sais que je ne suis pas prête à disparaître sans me battre. Tu vois, c'est ça l'essence même de ce truc. T'enlever tout, te laisser juste ton instinct de survie et voir jusqu'où tu peux aller. Et moi, je pense que je peux aller assez loin. Je serre le manche du couteau, le métal froid contre ma paume moite, le souffle court. J'essaie de canaliser cette rage qui monte, cette panique sourde qui menace de me submerger. Plus cette histoire de profil qui se transforme, cette histoire de photos qui se greffe sur ta propre vie, c'est plus une application. C'est un putain de miroir déformant de tes propres angoisses. Tu vois le truc? Ce mec, ce nom bizarre, je ne sais même plus lequel c'était. Il flottait sur mon écran il y a quelques minutes à peine. Une sorte d'avatar éthéré. Et puis, paf, sa photo, c'est ma porte d'entrée. Comment il a fait? Comment il a filmé ça? Mon cerveau s'emballe, cherche des explications rationnelles. Un drone? Une caméra cachée sur le palier? Les immeubles ne sont pas équipés de ce genre de truc. Enfin, pas que je sache. Le bruit du clic sur le téléphone. AirDrop. Ce petit symbole familier. Cette technologie que j'utilise tous les jours pour envoyer des photos à mes potes. Des liens vers des articles. Des mèmes idiots. Et là, il me propose une image. Moi, assise là, terrorisée. C'est comme si le monde extérieur s'invitait brutalement dans ma bulle, dans ce sanctuaire que je croyais imprenable. Mon appartement, mon chez-moi, mon putain de trou à rats où je pensais être en sécurité. Le goût du fer, je le sens dans ma bouche, une sensation nauséabonde, comme si j'avais mordu dans une vieille pièce de monnaie rouillée. Mon cœur bat la chamade, un tambour fou dans ma poitrine. Je regarde autour de moi. Chaque ombre semble s'étirer, prendre une forme menaçante. Le rideau de mon salon, d'habitude si anodin, semble maintenant cacher quelque chose. Une silhouette tapie, attendant son heure. Le silence de l'appartement est soudainement assourdissant. Chaque craquement du plancher, chaque souffle est amplifié, distordu. J'ai l'impression d'être dans un mauvais film d'horreur. Mais le truc, c'est que c'est réel. C'est ma vie, là, en ce moment. Je me souviens de ce jour-là. C'était il y a combien de temps déjà? La date exacte me fuit, mais l'image, elle, est gravée. On était en mars. Un froid de canard, typique parisien. J'étais chez Chloé. On s'ennuyait ferme. Elle venait de télécharger une nouvelle appli. Une de ces machins qui te promettent de trouver l'amour en moins de 5 minutes, avec des algorithmes de folie et des profils ultra sélectionnés. Elle me disait « Allez Anna, essaie. C'est que des gens bien dessus, des artistes, des entrepreneurs. » Moi, franchement, j'étais sceptique. Ces applis, pour moi, c'est la galerie des horreurs de la solitude moderne. Des photos retouchées à outrance, des descriptions qui frisent le plagiat de romans de gare, et cette pression constante d'être parfaite, intéressante, disponible. Mais bon, Chloé insistait, et j'avoue, j'avais un peu de temps à perdre. Alors j'ai créé mon profil. J'ai mis une photo de moi, pas trop vieille, pas trop récente.
juste assez pour donner une vague idée de qui j'étais. J'ai écrit une bio minimaliste. J'ai pas la patience pour les grandes envolées lyriques et j'ai commencé à swiper. À droite, à gauche, comme une débile. Et puis je suis tombée sur lui. Ses photos étaient différentes, un peu floues, comme prises à la volée, avec des jeux d'ombre et de lumière. Un style artistique, oui. Il avait un regard intense sur une des photos, comme s'il me transperçait de son regard. Et sa bio, 3 mots. L'invisible te regarde. Sympa, non? J'ai ri. J'ai swipé à droite. Match. Immédiatement. On a commencé à discuter. Il écrivait bien. Pas de faute. Un vocabulaire riche. Il me posait des questions sur la journée, sur mes goûts. C'était léger, amusant. J'avais l'impression d'être dans un bon roman. Le genre qui te tient en haleine sans te prendre la tête. Il parlait de son travail, quelque chose dans la création numérique, des trucs que je ne comprenais pas trop, mais ça sonnait bien. Et puis, il m'a demandé si j'étais chez moi. J'ai répondu oui, naturellement. Pourquoi pas? C'était une conversation normale. Et là, c'est là que le cauchemar a vraiment commencé. Sa photo de profil a changé. Plus de selfie artistique dans un bar. Non. Une photo de ma porte d'entrée. Vue de l'extérieur. Prise depuis le palier. Mon sang s'est glacé. J'ai eu un haut le cœur. J'ai regardé ma porte, comme si elle allait s'ouvrir d'elle-même. J'ai bloqué le mec immédiatement. J'ai cru que c'était une blague de mauvais goût, un truc de hacker amateur. Mais mon téléphone a vibré. Une notification AirDrop. Le truc m'a proposé une image. J'ai hésité. Mes doigts tremblaient. Et puis, j'ai cliqué. Et j'ai vu, moi, assise sur mon canapé, les yeux écarquillés, terrorisée, en train de regarder mon écran. L'écran qui affichait justement cette notification. L'horreur de la boucle qui se refermait. Il était là. Ou du moins, il me voyait. Il me filmait. Et pas seulement ça. Il utilisait mes propres outils, ma propre technologie contre moi. J'ai lâché le couteau sur la table basse. Mes mains tremblent tellement que je ne peux même plus le tenir. Je respire avec difficulté. L'air manque dans la pièce. Je me sens épiée, disséquée. La sensation est insupportable. C'est comme si une partie de mon intimité, de ma vulnérabilité, avait été volée et exposée, non pas au public, mais à moi-même. C'est pire que tout. C'est une mise en abîme de la terreur. Je regarde la caméra de mon ordinateur. Est-ce que c'est lui qui me regarde maintenant? Est-ce qu'il est de l'autre côté de cet écran, en train de savourer ma peur? L'idée est tellement absurde, tellement démente, que j'ai envie de rire. Et le rire reste bloqué dans ma gorge, étouffé par la panique. Le bruit, un grattement léger, à ma porte. Non, pas à ma porte, à ma fenêtre, celle qui donne sur la cour intérieure. Le bruit se répète, plus insistant cette fois, un petit bruit sec, comme si quelque chose venait heurter la vitre. Je me retourne lentement, le cœur battant à tout rompre. La pénombre de la cour est presque totale, éclairée seulement par la lumière blafarde d'un lampadaire lointain. Je plisse les yeux, essayant de distinguer quelque chose dans le noir. Une forme, une silhouette. Rien.
juste le mouvement des branches d'un arbre, balancé par un vent inexistant. Puis, un détail. Sur le rebord de la fenêtre, un petit objet. Il est là, posé. Je m'avance, prudemment. Mes jambes sont lourdes, comme en plomb. Je me penche. C'est une petite figurine, un petit bonhomme en plastique, le genre que tu trouves dans les boîtes de céréales. Il a un sourire figé, une expression idiote, et sur son petit front, il y a une minuscule caméra, la même que celle qui a dû filmer ma porte. Elle est là, plantée dans le crâne de ce jouet grotesque, me regardant. Une grimace me déforme le visage. L'horreur est tellement absurde qu'elle en devient presque comique. C'est ça le niveau? Un mec qui te traque avec des applications de rencontres et des jouets d'enfants? C'est ça la nouvelle génération de psychopathes. Franchement, je m'attendais à plus sophistiqué, plus terrifiant. Mais cette dérision, cette trivialisation de la peur, c'est peut-être ça le plus effrayant. C'est comme s'il voulait me montrer qu'il peut faire ça, qu'il a le pouvoir de transformer ma vie en un jeu tordu. Un jeu où les règles changent constamment et où je suis la seule à ne pas les comprendre. Je recule, mes yeux toujours fixés sur le petit bonhomme. Son sourire semble se moquer de moi. Je sens une larme rouler sur ma joue. Ce n'est pas une larme de tristesse, ni de peur. C'est une larme de rage face à cette impuissance, face à cette intrusion totale. Il a pris ma vie privée, il l'a mise dans une boîte, et maintenant il me la renvoie en morceaux, réassemblée de manière grotesque. Et le pire, c'est qu'il est invisible. Je ne le vois pas, je ne l'entends pas, je ne le sens pas. Je sens juste l'odeur de poussière froide qui émane des recoins sombres de mon appartement. Une odeur qui me rappelle que je suis seule. Et que peut-être, cette fois, il n'y aura pas de recours. Pas de sortie, juste moi, face à ce truc insaisissable. Tu vois, le truc c'est que le téléphone, c'est devenu une extension de nous, non? Genre, j'ai beau savoir que c'est une boîte de Pandore, je peux pas m'en passer. Et là, c'est comme si cette extension s'était retournée contre moi. Cette application de rencontre, c'était censé être le summum du cool. Tu swipes à droite, tu swipes à gauche, bam, tu matches, tu discutes. Super simple, super moderne. J'avais rencontré ce mec, Alex, je crois. Ses photos, tu sais, c'était pas le genre de gars qui se prend en selfie devant le miroir de la salle de bain. Non, c'était des clichés super artistiques, un peu flous, avec une lumière tamisée, tu vois le genre. Il dégageait un truc de mystérieux qui me plaisait bien. On a commencé à discuter et franchement, le feeling passait super bien. Il posait des questions intelligentes. Il avait de l'humour. J'ai commencé à me dire, tiens, un mec bien, ça existe encore. Et puis, au détour d'une conversation, il me demande si je suis chez moi. Genre le truc classique, le prélude à « je passe te voir ». J'ai répondu oui, naïvement, je sais. Et là, ce fut le premier bug. La photo de profil d'Alex, celle qui était restée là depuis le début, a changé. Sans prévenir, sans aucune notification, juste paf. Elle n'était plus ce selfie flou qu'il avait pris dans un bar branché. Non, c'était une photo de ma porte d'entrée, prise depuis le palier. On voyait le numéro de ma porte. L'angle de vue était hyper précis.
j'ai senti mon cœur s'emballer, une bouffée de froid. Mon sang s'est glacé. J'ai paniqué. J'ai fait quoi? J'ai bloqué le mec direct, sans réfléchir. Je me suis dit, c'est un malade. Il est taré. Il m'a stalké. C'est fini. Je me suis levée. J'ai verrouillé la porte. J'ai tiré les rideaux. J'ai essayé de me raisonner. C'était un mec chelou, mais il était loin. Probablement. Sauf que mon téléphone, lui, n'était pas d'accord. Il a vibré encore. Une autre notification. Cette fois, c'était une demande AirDrop. D'un inconnu, évidemment. Et là, le petit aperçu de l'image qui s'affiche sur mon écran. Mon estomac s'est retourné. C'était moi, en train de regarder mon écran, assise sur mon canapé, avec des yeux de terreur. La photo venait d'être prise. Maintenant, pendant que je fixais mon téléphone, tu imagines le truc? C'est comme si le monde s'était mis à faire des loopings, à bugger. Mon propre téléphone, qui est censé être mon truc à moi, mon espace personnel, était devenu une fenêtre ouverte sur mon intimité pour n'importe quel taré qui traînait dans le coin. C'était plus seulement une application qui déraillait. C'était une invasion totale. J'ai lâché mon téléphone comme s'il était devenu brûlant. Il est tombé sur le tapis, l'écran vers le plafond. Je me suis mise à trembler de tout mon corps. Le coup de fer dans ma bouche. Tu connais ce truc que tu as quand tu es sur le point de vomir ou quand tu as trop peur? Ça y est, je l'avais. Mon appartement que j'aimais tant, ce refuge, il était devenu une cage technologique. Parce que c'était ça le plus terrifiant. Ce n'était pas juste un mec qui avait forcé ma porte, comme dans les films américains un peu clichés. C'était subtil, insidieux. C'était mes propres outils, ceux que j'utilisais tous les jours sans y penser, qui se retournaient contre moi. L'application de rencontre qui devait me connecter aux autres m'avait mise en relation avec mon propre cauchemar. AirDrop, censé faciliter le partage, me transformait en spectacle pour un public invisible. Et cette caméra dans la figurine, ce petit Mickey inoffensif sur mon rebord de fenêtre, qui me regardait peut-être depuis des semaines, des mois, qui avait enregistré mes moments de joie, mes moments de doute, mes moments de solitude. Cette pensée m'a donné la nausée. Une rage sourde a commencé à monter en moi, une rage impuissante. Je voulais hurler, casser quelque chose, faire du bruit. Mais en même temps, une partie de moi était figée par la terreur. Le silence de l'appartement devenait assourdissant, seulement troublé par le bourdonnement lointain de la ville et le battement frénétique de mon cœur dans ma poitrine. J'ai repensé à Alex, à ses photos artistiques. C'était ça, le piège, le vernis de l'art, de la sensibilité, pour masquer la froideur prédatrice. Il ne s'agissait pas d'une pulsion, c'était calculé, orchestré. Il savait comment me faire flipper, comment me désarmer. Il avait joué avec mes outils, avec mes habitudes. Et ça m'a fait réaliser à quel point on est vulnérable dans ce monde ultra connecté. On laisse entrer l'extérieur chez nous, à travers ces écrans lumineux, sans même s'en rendre compte. On ouvre les portes, numériques ou physiques, à des inconnus, en espérant le meilleur, mais en risquant le pire. J'ai regardé autour de moi. Les murs semblaient se rapprocher. Chaque objet, chaque détail
prenait une dimension menaçante. La lampe sur ma table de chevet, la bibliothèque remplie de livres que j'avais lus, le fauteuil dans lequel je prenais mon thé le matin. Tout pouvait être une caméra, un micro. Je me suis sentie nue, exposée. Et la solitude, cette fois, n'était plus une simple sensation, c'était une certitude glaçante. Il n'y avait personne. Personne pour m'entendre crier. Personne pour venir me secourir. J'étais seule face à cette technologie qui avait pris une âme démoniaque. Je me suis approchée de la fenêtre, là où trônait le Mickey. J'ai hésité une seconde. Puis j'ai arraché la figurine de son emplacement. Elle est tombée sur le sol avec un bruit sourd. Je l'ai regardée, vide, stupide. C'était juste du plastique. Mais elle représentait tout ce que je détestais à ce moment-là. La naïveté, la trahison, la surveillance. J'avais envie de la défoncer, de la réduire en miettes. Mais en même temps, je savais que ce n'était pas ça qui allait me sauver. Le problème n'était pas la figurine. Le problème était ailleurs, plus profond, plus ancré dans les réseaux, dans les algorithmes, dans la façon dont on a donné le pouvoir à des machines de nous connaître mieux que nous-mêmes. Et là, j'ai entendu un bruit, un léger grattement. Ça venait de la porte d'entrée. Le son était faible, presque imperceptible. Mais pour mes oreilles hyper tendues, c'était un coup de tonnerre. Je me suis figée. Mon souffle s'est coupé. C'était une clé qui tournait dans la serrure. Doucement, méthodiquement. Pas la force brute, pas le bruit d'une effraction. Une clé, comme si quelqu'un avait le droit d'entrer. Et là, je n'étais plus en colère. J'étais effondrée. La peur m'a submergée. Une peur viscérale, primitive. L'odeur de poussière froide s'est intensifiée, mélangée à une autre senteur, métallique, à celle de l'acier rouillé, ou peut-être de quelque chose de pire. La porte s'est ouverte, lentement, une fine fente au début, puis un peu plus. L'ombre s'est allongée dans mon salon. Je n'ai pas crié. Ma voix s'était volatilisée. Je pouvais sentir mon propre regard figé, mes yeux écarquillés fixant l'entrée. Le silence s'est fait encore plus lourd, chargé d'une attente insoutenable. Et puis, j'ai vu une main, fine, pâle, avec un ongle manucuré d'un vernis noir écaillé. La main a hésité un instant. Puis, elle a avancé dans l'embrasure de la porte. Elle portait une petite boîte, la même que celle que j'avais reçue par la poste hier, celle avec le nom du site internet gravé dessus, le site qui prétendait analyser notre ADN pour nous prédire notre avenir. J'ai réalisé, avec une horreur absolue, que ce n'était pas une prédiction. C'était une mise en scène. Une mise en scène orchestrée par quelqu'un qui avait utilisé la technologie pour me briser. La main a déposé la boîte sur le seuil, puis s'est retirée. La porte s'est refermée doucement. J'étais seule. Encore. Mais maintenant, je savais. Je savais que cette fois, il n'y avait plus de retour possible. Ce cauchemar n'était pas une hallucination. C'était le début de quelque chose d'autre. Quelque chose de bien plus sombre. Et moi, j'étais juste le cobaye.